Si Dionysos était une femme, vous écoutez un nouvel opus du premier podcast dédié aux femmes leaders dans l'univers du vin. Je m'appelle Aurélie Charon-Giguet, je vis dans cet univers depuis plus de 20 ans, je mets ma créativité féminine et relationnelle au service du vin. Mon plaisir, vous faire partager mes rencontres. Pour ce second opus, j'ai choisi de vous présenter Véronique Etienne, 6e génération à la tête du château Ladourny à Saint-Chinian en Languedoc. Pourtant destinée à une carrière dans le sponsoring sportif de haut niveau, vous découvrirez comment Véronique a fait sa place, dans le respect dicté par le poids d'une grande famille, avec sa marque de fabrique, la résilience. Femme inspirante, Véronique Etienne dirige une équipe sous le label de l'altruisme et son vignoble avec bienveillance dans un souci de maintenir les équilibres que la nature lui offre et, in fine, partager les plaisirs de la table. Ensemble, écoutons cette nouvelle déesse. Belle écoute. Véronique, est-ce que tu peux me présenter le château Ladourny ? Alors, château Ladourny. Déjà, c'est un lieu-dit, Ladourny. C'est vraiment l'emplacement. C'est un domaine qui est dans la famille depuis 1850. On est d'un seul tenant. C'est un très gros avantage. Sur essentiellement un terroir de schiste pour la partie en appellation. Et après, nous avons aussi une autre grande chance, c'est d'être traversé par la rivière le Vernazobre, qui donne des sols un petit peu différents, qui vont être plutôt alluvionnaires. Donc on a une partie en vin de pays près de la rivière, et toutes les zones en appellation sont sur un terroir de schiste. Donc c'est 45 hectares d'un seul tenant, on a à peu près 18 cépages différents, entre la partie en appellation et la partie en vin de pays, et nous produisons aussi bien des vins blancs, des vins rosés et rouges. Et tu es en bio ? Oui. Depuis quelle année ? Depuis pas très longtemps, depuis 2017. D'accord. Donc avant, c'était vignoble et conventionnel ? On était en... Oui, on avait une certification, mais parce qu'on avait tous besoin de certification. Je disais que moi, non, ma théorie, c'était... Je voulais rester naturellement libre, c'est-à-dire qu'on ne désherbe plus depuis au moins 15 ans, mais on utilise beaucoup de produits de contact. Mais je voulais faire comme avec mes enfants, c'est agir naturellement tant que ça va. Mais s'il y a le feu, pouvoir utiliser une molécule de synthèse pour pouvoir sauver une récolte, pour pouvoir maintenir des salaires sur une exploitation. Et je ne trouvais pas ça totalement incohérent. Il faut aller au-delà du bio et travailler sur les défenses immunitaires de nos plantes et les adapter au mieux à leur environnement pour éviter de traiter un maximum. Ça, c'est une belle quête. Après, le label bio, c'est une nécessité que le marché nous impose. Est-ce qu'au départ, c'est quand même une philosophie ? Je l'entends comme ça. Ou pas forcément. Oui, mais c'est parce que à partir du moment où tu es dans tes vignes toi-même, tu vois des choses. Tu comprends un peu les équilibres, tu comprends pourquoi, comment tu vas régler tes acariens si tu as des araignées dans tes vignes, si tu fais des observations, si il y a la faune auxiliaire prédateur qui va pouvoir compenser tout ça. Tu vois bien que naturellement ça s'équilibre les choses. Si tu demandes pas, on n'est pas dans un milieu super productiviste aujourd'hui, on peut arriver à faire de belles choses. Malheureusement qui vont coûter plus cher à produire si on va arriver à bien faire sans trop mécaniser tout en respectant les équilibres et tout ça. Naturellement, tu tends vers ça, obligatoirement. Je te remercie pour cette présentation rapide du Château Ladourny. Vous pouvez retrouver, chers auditeurs et followers, toutes les informations concernant le Château Ladourny à travers les liens qui sont dans les commentaires du podcast. Pour le moment, je vais en revenir à mon invité. Je voudrais bien que tu te présentes, s'il te plaît. Alors, Véronique Etienne, je suis avant tout la fille d'Henri et Annick, gentils vignerons. Je suis donc la 6e génération qui s'occupe de Ladourny. Et donc, quelle éducation tu as eue, toi, au château de Ladourny, ou en tant que fille justement de monsieur et madame Etienne ? C'est important. Non, la famille Etienne est importante puisque c'est donc la 6e génération d'Etienne sur le domaine. Moi, je ne suis pas issue d'une éducation paysanne. Mes parents étaient avant tout des citadins. On a vécu à Carcassonne. Même si papa s'occupait du domaine et maman aussi, j'ai grandi en ville avec pour objectif de faire des études, mais pas de devenir un jour vigneron. Okay. Vigneronne, je dirais plutôt, je préfère ce mot. Alors, à quoi étais-tu vouée justement à 20-25 ans ? Tu te voyais
Mes études diverses et variées après une licence de biologie, je suis partie faire une école d'histoire de l'art et j'ai commencé à travailler dans la communication. Je vivais à Paris et j'avais une vie très active et très dynamique. Et je suis revenue à un moment donné, pendant un certain temps, travailler sur l'Adourny pour me ressourcer un petit peu. Et je venais aider les parents comme ça. J'avais 28 ans. D'accord. Et pour revenir, une petite parenthèse sur Paris, tu faisais quoi? C'était quoi ta vie active et trépidante? C'était de l'événementiel et de la communication, donc du sponsoring sportif, créer des événements avec beaucoup d'argent, beaucoup de brillants, beaucoup de choses un petit peu superficielles, mais c'était la grande époque. Bien loin du terrien, bien loin d'une réalité. Très très loin, oui. Ok, agricole quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc tu revenais de temps en temps? Je revenais de temps en temps et j'ai eu une période où j'avais 6 mois de battement avant de reprendre un autre job. Et je suis restée ces 6 mois ici et je suis un petit peu comme la vigne, je marcotte très rapidement. J'ai très vite pris racine et j'ai senti que mes pieds étaient vraiment à leur place et ma tête aussi. Et aussi, comme je le dis souvent, hein, c'est comme la mer et comme le ciel, la terre, ça embrasse. Donc c'est un choix réfléchi? Tu n'as pas été obligée de reprendre la propriété? Sûrement pas obligée, non. J'ai jamais eu des parents qui m'ont incité à reprendre le domaine. C'est au contraire, ça a toujours été leur peur et leur crainte de me dire mais ça va être un enterrement, c'est pas possible, tu vas rester seule toute ta vie, non, tu peux pas. Et à force de leur montrer mon engagement et mon envie de rester là, ils m'ont accompagnée Et donc tu as repris des études, justement, vraiment pour te spécialiser? Pour avoir une connaissance un peu générale, puisque comme j'étais pas paysanne non plus, je connaissais absolument rien du végétal, ni la vinif, je comprenais après une licence de biologie, je pouvais comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. C'était plus facile pour moi d'accéder à ce niveau-là. Par contre, j'avais toute la partie végétale que je maîtrisais absolument pas. Et par contre, ça c'est ma tasse de thé, quoi. Le végétal, la vigne, la terre, c'est... C'est ton élément? C'est mon élément, complètement. C'est là où je me sens bien, c'est là où je me ressource, c'est là. D'accord. Mais je dirais que j'éprouve physiquement un besoin, une nécessité d'être au contact de l'extérieur, beaucoup plus. Est-ce que pour toi, d'aller dans les vignes, est-ce que c'est un moment de s'énergiser? Est-ce que c'est un moyen aussi d'avoir un peu plus de clairvoyance, de clarté sur des projets, d'être un petit peu plus vraiment sur voilà, que va devenir le raisin avec des idées plus tard de comment développer l'exploitation? Je pense que c'est un ressenti d'environnement. C'est un ressenti d'un environnement que tu peux après arriver à exprimer dans le produit que tu vas faire au final. Et je pense que tu as besoin de t'imprégner de toute cette atmosphère, ces odeurs, pour comprendre et puis de voir comment ta vigne réagit ou tes cépages réagissent en fonction de là où ils sont plantés et de ce qui nous entoure. D'accord. Alors, la femme active que tu es, donc tu t'es installée, tu avais 29 ans, jeune agricultrice, donc ça c'est un temps fort pour toi. Et je prends un statut qui est important, c'est important de se positionner. Alors que je dis je suis la fille de... Effectivement, j'ai toujours été, quand je me suis installée, chaque fois que j'arrivais quelque part, c'était pas bonjour Véronique, ah vous êtes la fille de Henri, Annick, oui. Mais m'installer jeune agricultrice aussi, c'était important pour moi de prendre ce statut de vigneron. Après, ça n'a pas toujours été perçu dans mon environnement proche. Je reprenais un très beau domaine, j'étais la citadine qui arrivait, qui s'installait, je faisais un peu rire tout le monde, quoi. On m'attendait bien au tournant, quoi. Ok. Est-ce que pour toi, tu as ressenti ça comme des obstacles, des défis? Ou plutôt un challenge de dire tiens. Comme j'étais pas trop fanfaron, je me suis imposée, je dirais lentement mais sûrement. Et est-ce que tu penses que c'est la force de la femme qui est en toi, voilà, Je pense que c'est ça, la résilience, oui. La résilience. Oui. Je pense que c'est une période aussi qui nous apprend ce mot-là. Aussi. Mais oui, je pense que j'ai pas eu besoin. Je pense que c'est avec le temps que j'ai eu la reconnaissance ou que les gens ont compris que c'était pas que parce que c'était l'Adourny ou un gadget qui m'amusait de reprendre. J'étais prise au sérieux après quelques années, oui.
Et donc, dans cet accompagnement, tu t'es installée, tu avais un accompagnement, ton père présent? Mon père, ma mère étaient toujours là, oui. Ok. Ta mère, dans la transmission, elle a participé aussi au niveau du vignoble? Ou plus ton père? Alors, mon père avait une autre activité, était très pris dans la semaine. Je pense que je l'ai appris beaucoup plus moi toute seule par mes formations. J'ai pas un père qui m'a transmis beaucoup, si ce n'est que je savais qu'il avait une grande passion pour la Dourny. Après, on s'est entendu et beaucoup disputé aussi parce que j'avais une autre vision que lui de la viticulture. D'accord. Et c'était des moments. Comment est-ce que vous arriviez à discuter de ces visions, justement, où tu arrivais à faire passer les messages, ou c'était toujours un compliqué? Non, j'ai toujours dit que j'avais l'impression, en reprenant la Dourny, d'avoir deux freins à main avec moi. C'est-à-dire que c'était mes parents, qui travaillaient plus dans la sécurité. Toi, tu avais plus envie de prendre des risques? De prendre des risques, d'avancer, mais eux, c'était plutôt une fin de carrière qui voulait tranquille, sans prendre de risques ou des choses comme ça. Et à quel moment, dans ton expérience, ça fait maintenant 28 ans, tu es à la chef d'orchestre, comme tu aimes le dire. Oui. À quel moment tu as senti que ça y est, hop, c'était sur les rails? Que l'épreuve était faite, qu'effectivement il y avait une reconnaissance des vins à travers la commercialisation, que tu commençais vraiment à... C'est à force de travailler avec mon équipe aussi, c'est quand les messages que tu passes aussi reçoivent l'adhésion des gens avec lesquels tu travailles. Il fallait qu'ils me suivent sans doute. Oui. C'est là où ça commençait à être bien. C'est où mon père a commencé à se dire qu'effectivement, je n'avais pas que des visions d'écolo socialo, comme il aimait à le dire. C'est joli. C'était une autre. Ils avaient une autre façon de voir et ils ont vécu une autre vie que la nôtre. Et voilà. Je suis pas née chef d'entreprise, je le suis devenue. Mais pour eux, tu étais peut-être issu d'une caste de chef d'entreprise, par exemple, dans leur vision. Alors justement, tu es devenue chef d'entreprise et tu es... Chef... alors j'aime pas trop dire chef d'entreprise, je dirais... je suis peut-être plus meneur d'hommes ou de femmes, hein, je veux dire, voilà, j'ai besoin d'avoir une équipe. Pour moi, être un chef d'entreprise, c'est avant tout avoir aussi à ses côtés. Tu deviens chef d'entreprise quand tu as une bonne équipe avec toi. Tout à fait. Et là, justement, quelle est la part de la femme avec un grand F dans cette réussite, finalement, de fédérer cette équipe? Alors, pour moi, je pense qu'il y a eu des inconvénients d'être une femme par moment, mais il y a eu aussi des avantages. C'est que je ne suis pas heurtée à de la jalousie de la part de gens qui étaient en place, comme peut avoir rencontré, par exemple, mon fils Thomas avec certains des salariés. C'est des gens qui ont... Comme j'étais une femme, justement, et que je jouais peut-être un peu dessus en disant que je manquais de force pour ouvrir un très gros robinet ou que j'étais pas capable de changer un pneu de tracteur alors que j'aurais pu le faire, mais un homme a quand même 2 fois plus de force, donc j'ai joué aussi là-dessus et ils ont toujours été bienveillants et ils m'ont toujours appris beaucoup de choses et c'est grâce à eux que je suis devenue paysanne ou que j'ai aimé la terre. En fait, tu as fait ta place en te fondant déjà dans l'équipe existante et petit à petit, justement, tu as après apporté... Oui, c'est-à-dire que j'ai travaillé à leur côté. Ils m'ont appris des choses et je leur ai appris des choses et ça s'est tout doucement mis en place. Voilà. Est-ce que tu penses que justement tout ça s'est bien harmonisé parce que aussi tu es une femme? Je pense. Ça aurait été un homme, peut-être que ça aurait été différent? Il y a une part de... Quand un jeune arrive sur une exploitation, que ce soit une femme ou un homme, tu étais donc le fils du patron. Et ça fait rigoler un petit peu le fils du patron. Mais quand le fils du patron ou la fille du patron travaille avec toi, te considère, te valorise, parce que ce sont des gens qui sont vraiment importants, puis ils étaient très importants pour moi, c'est eux qui m'ont donné l'enseignement de savoir me servir de mes mains. Hein. Je ne savais pas me servir de mes mains. Donc, je leur dois beaucoup.
Ça les a beaucoup valorisés. Je les ai toujours beaucoup considérés. Et ça a été réciproque. C'était un respect réciproque. Et je pense que c'est passé plus facilement en étant une femme. Et dans ces périodes-là, dans toute ta période de cette carrière, là, durant ces 28 dernières années, contre quoi as-tu dû résister? Ou quels ont été des obstacles rencontrés? Et surtout, comment les as-tu surmontés? Alors les obstacles, il y a toujours ce côté difficile de travailler en famille. Ça, j'ai peut-être pas toujours réussi à surmonter cet obstacle-là. C'est difficile de travailler en famille parce qu'un problème au travail devient vite un problème familial. Donc ça, c'est une part d'énergie qui peut être assez négative. Ça, c'est uniquement c'était le problème du travail en famille. Après, les moments où ce que je trouve difficile, je peux douter quand j'ai des pertes d'énergie, parce qu'il faut de l'énergie sans cesse, avoir une énergie au maximum, quoi. Ne pas avoir peur de tout recommencer tout le temps. C'est vrai que c'est la difficulté du chef d'entreprise quand tu es la capitaine à la barre du bateau. Maintenir le cap et effectivement cette énergie-là. Et comment toi tu fais justement? Comment tu fais pour trouver l'énergie au quotidien, ou sur quoi tu te reposes pour aller te ressourcer? Il y a l'énergie d'une équipe. Et puis, il y a l'aboutissement de ce métier, créer du partage, du plaisir. Créer du plaisir à partager, c'est quand même quelque chose qui, à chaque fois que tu vas te retrouver autour d'une bouteille de vin et de la partager, c'est quand même quelque chose qui te donne une énergie folle pour recommencer, quand même. Ça, c'est sûr. Et moi, dans ma position et dans mon métier aujourd'hui, comme je te dis, être chef d'orchestre, c'est la difficulté ou les doutes, c'est d'être un petit peu seule à gérer tous les aspects de ce métier sur une exploitation qui est grande et qu'il faut un niveau de compétence énorme pour être bon à la vigne, bon à la cave, bon en marketing, bon en commercial, et bon à la maison aussi. Parce qu'aujourd'hui, voilà, tu pilotes tout, ouais, tu es chef d'orchestre, comme tu le dis si bien. En plus, tu sens que tu es plus à l'aise dans le vignoble. Est-ce que, justement, toute cette partie serait cela, la commercialisation, le marketing, est-ce que c'est quelque chose que tu vas transmettre, ou tout au moins déléguer, je veux dire? C'est une volonté, là, ou une intention, ou tu vas continuer à garder tout ça? Ah non, j'aimerais bien pouvoir... et je pense qu'il faut que je le délègue parce que parce que tu peux pas tout faire continuer comme ça. Non. Donc ça fait partie des projets à venir? Oui. Déléguer? Oui. Et toi, te repositionner plus, oui. Dans le vignoble? Oui. Dans ce que tu J'aimerais bien finir ma carrière que dans cette partie-là. Oui. Ça m'apaiserait. Entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Dans les temps forts, tu parlais aussi de la naissance de tes enfants, évidemment. C'est toujours très beau. Donc tu as 2 enfants? Oui. Thomas et Marie. C'est des enfants qui aiment revenir ici, qui ont bien le sens de l'apaisement que ça peut apporter et qui aiment le vin, qui aiment manger. Et ça, c'est déjà très bien. Et puis, ma grande réussite, c'est surtout que Thomas ait eu envie de faire le même métier que moi. Ça, c'est vrai. Et alors Thomas, il te l'a annoncé quand qu'il souhaitait revenir s'installer? Thomas, donc, à 25 ans, ça fait 5 ans. Donc au début, j'ai un petit peu la même réaction que mes parents, hein, je dirais. Et à son égard, je lui ai dit, tu es sûre que tu veux faire ce métier-là? C'est la prudence. Oui. Après, c'est quelqu'un qui aime beaucoup déguster, qui a beaucoup de goût, qui aime toutes les bonnes choses, donc ça l'attire aussi beaucoup. Et votre relation, mère-fils et chef d'orchestre? Alors, justement, quand tu mère-fils ou mère seule avec son fils, c'est un peu plus compliqué.
Parce que le fils seul à la maison a tendance à se prendre pour le chef de la maison. Donc quand on passe le pas de la porte, il faut lui expliquer que le chef à l'extérieur, c'est maman. Après, non, ça se passe bien et puis il est assez à l'écoute. Il a des idées, donc ça apporte beaucoup d'énergie d'avoir des idées, de simplifier des façons de travailler aussi, de changer des gestes. Moi j'aime bien la jeunesse parce que ça m'apporte... je suis pas conservateur sur les gestes ou sur les habitudes. C'est bien d'avoir des traditions aussi, mais c'est bien aussi de faire évoluer les choses. Donc, et Thomas, il va insuffler justement cette jeunesse dans le vignoble essentiellement, ou est-ce qu'il va... peut parce d'abord il a une notion. Moi, je n'aime pas la mécanique. J'aime pas ça. Ça m'intéresse pas. Donc lui, par contre, il va être beaucoup plus intuitif à ce niveau-là. Mais je pense que c'est aussi un peu. Alors, je fais des généralités. Il y a des tas de femmes qui sont très douées en mécanique. Mais il est beaucoup plus intuitif que moi en termes de matériel pour optimiser les choses, pour essayer de simplifier certains travaux. Il a une logique différente de la mienne, donc je trouve que c'est pas mal homme-femme aussi, parce que c'est une belle complémentarité. Je suis contente de l'avoir aujourd'hui à mes côtés. Et ensemble, justement, de beaux projets s'annoncent et se dessinent au Château Ladourny pour la prochaine décennie, au moins. Déjà sa formation, son implication, et qu'il ait trouvé sa voie à Ladourny ou ailleurs, mais sa voie dans ce métier-là. Et surtout... je pense qu'il a la même philosophie que moi, cette notion que partout où tu vas dans le monde ou dans les gens que tu rencontres, même toi Aurélie dans ton métier, tu vois qu'à chaque fois quand tu parles de vin, tu fédères du bonheur. Tu fédères de l'amour, tu fédères de l'amitié et du plaisir à partager, quoi. C'est en ça qu'il est magique, ce métier. Je suis d'accord. C'est vrai. Tiens, on va rebondir sur cette question. Quelle est la définition d'un bon vin pour Véronique Etienne? Alors, un bon vin, pour moi, ça va être de l'élégance et de la finesse, de la buvabilité aussi. Un vin qu'on partage? Oui, qu'on partage, mais le fait de partager, ça peut être bien sûr qu'il faut le partager, mais il faut savoir aussi, tu peux avoir de superbes pépites, mais que tu ne peux pas partager avec tout le monde parce qu'elles ont une forte typicité ou un fort caractère. Voilà, il faut savoir avec qui tu la partages. Est-ce que tu as un coup de cœur, là, de l'instant, un vin que tu as dégusté ces dernières semaines, que ce soit le tien ou un autre? Alors, il y a un Saint-Joseph que j'aime bien, c'est le Domaine des 7 Lunes, que j'ai bu il n'y a pas longtemps. Et que j'ai beaucoup aimé par sa fraîcheur. Donc c'est une Syrah, mais rhodanienne nord. Et j'aime bien justement toutes ces régions-là, parce que tu as beaucoup de puissance, d'épices, mais un équilibre toujours sur la tension et la fraîcheur. Des choses que dans nos régions à nous, on a, mais un petit peu moins. Donc j'aime bien quand on sait jouer sur ces équilibres-là. Donc ça, c'était ton coup de cœur, les dernières semaines. Philosophie de la vie, quel est ton pourquoi le matin? Mon pourquoi le matin? Je dirais que ma philosophie de vie, c'est le partage, la solidarité et le plaisir. Est-ce que tu as des rituels, en tant que femme, qui te permettent à la fois de conserver ton énergie, de faire de la gym le matin, c'est ça, par exemple? Comme tu veux, ouais, je sais pas. Oui, c'est le seul moment où je vais pouvoir m'occuper de moi et justement démarrer en pensant à moi un peu. Très bien. Ouais. Et garder de la tonicité. Comme je te disais, ma grande angoisse toujours, c'est la perte d'énergie. J'ai toujours peur que la cagne me gagne. Est-ce que tu connais cette expression? Oui. Donc, il faut que je reste en action tout le temps. Ça, c'est pas ma philosophie, mais c'est mon tempérament. Donc, tu déconnectes rarement? On déconnecte rarement en étant sur place, à part quand tu as le grand plaisir de partager le parc avec des amis ou de faire des choses où tu te poses. Mais je pense que tu déconnectes vraiment en te sortant de cet environnement-là. Même si tu l'aimes énormément, mais tu es tout le temps
tu es gardien de cet environnement, donc tu restes toujours un peu T'es en mode veille. veille. Et je me détends vraiment que quand j'en sors. Donc en fait, c'est ton devoir. C'est aussi un devoir. C'est aussi un devoir, oui, oui. Mais un bienveillant devoir. Hein, c'est de la bienveillance, c'est de la... Voilà. Et comment, dans les moments de doute, ou des moments qu'on pourrait qualifier de difficiles, sur le vignoble, des décisions à prendre, le climat qui modifie un peu ce que tu avais envisagé, sur qui tu peux compter finalement? Parce que tu es seul chef d'orchestre. Comment fais-tu? Déjà, j'ai la grande chance de ne pas avoir connu de gros aléas. Ni d'avoir perdu une production à cause de la grêle, ni avoir perdu totalement une production à cause de la grêle, ni avoir été gelée. Donc déjà, j'ai été assez préservée. Après, je travaille beaucoup... Bon, les vinifilles m'apportent énormément dans leur énergie, dans tout, même si je suis moins communicante qu'elles, mais recevoir leurs messages comme toute cette période-là, ça a été très enrichissant. Moi, je travaille toujours... Je te dis, le partage est quelque chose d'important, donc je travaille toujours en réseau, que ce soit avec les vignerons du coin, où il y a toujours des groupes de lutte raisonnée, des choses comme ça, ou d'observation sur le vignoble. J'aime beaucoup échanger et je suis beaucoup en réseau avec les autres. Donc je ne suis pas la seule à avoir des problématiques et ça m'aide d'échanger énormément. Là, j'ai vu que j'avais quelques taches de mildiou, je vais appeler 2-3 copains en leur disant « Allez, moi j'ai vu ça ». Alors les hommes ne réagissent pas pareil. Dès que tu as un problème, ils n'échangent pas trop. Mais moi, j'ai toujours besoin d'échanger, de parler, donc de vider mon sac. Et ça m'aide énormément. Le réseau m'aide énormément. Je travaille en équipe. J'ai besoin d'échanger beaucoup. Donc les vinifilles... Je suis pas si seule. Oui, voilà, tu ne te sens pas si seule. Non. Donc les vinifilles, c'est l'association de plusieurs vigneronnes en Languedoc, Roussillon. Oui. Voilà. Et c'est une superbe association. Mais on en reparlera dans un autre podcast avec grand plaisir parce que ce sont des femmes toutes inspirantes. Et ça, j'adore. Je voudrais revenir justement sur la femme et la relation mère-fille que tu as pu entretenir parce qu'en fait, on revient sur il y a 3 générations de femmes. Donc il y a un moment quand même où la femme n'est pas forcément émancipée à l'époque. C'est plutôt l'homme qui prend le dessus et qui dirige. Et j'aimerais bien avoir cette histoire, justement, de ces 2 générations, puis toi la 3e. Alors les femmes, on va dire qu'il y a une conjoncture qui fait qu'à un moment donné, il y a une première génération de femmes qui qui reprennent dans les héritages successifs. Il s'avère que dans ma famille de mon père, souvent les femmes sont restées vieilles filles. Les hommes se sont mariés, ont fait des enfants, mais il y a eu deux générations sur lesquelles les femmes de la famille Étienne sont restées des demoiselles Étienne. Voilà. Donc elles se sont retrouvées dans une famille où il y avait 3 enfants, elles ont hérité d'un des domaines, donc les 2 sœurs. C'est plutôt subi là. Elles n'ont pas la connaissance, elles n'ont pas la passion et elles le reprennent. Donc après, c'est la génération... Il y a des employés quand même. Il y a un régisseur. Il y a un régisseur, voilà, ok. Donc production de vin, etc. Production de vin, mais comme tu es dans une période, à ce moment-là, une période où la viticulture a besoin de se poser des questions et d'essayer de réfléchir à l'avenir et de voir comment on fait évoluer le produit, qu'elles n'ont pas su se poser et prendre le virage. Donc à un moment donné, elles se sont trouvées dans une situation économique très embarrassante et c'est à ce moment-là où elles ont proposé à mon père de reprendre le domaine. Donc il a repris et comme il avait une autre activité, maman, elle, a trouvé sa place en reprenant des études et s'est occupée de tout ce qui était vinification, mise en bouteille. Donc ta maman reprend les études. Oui, tout à fait. Elle reprend des études et à sort 40 ans. de son rôle, voilà, et sort de son rôle de femme au foyer ou prend un autre statut. Et ça l'a beaucoup valorisé, bien sûr, mais elle l'a fait avec... Elle a rencontré plus de difficultés à être une femme, elle, dans son rôle de vinificatrice et vigneronne que moi, parce que je passais sûrement après elle. Mais mes grands-tantes ne mettaient pas les pieds à la cave. Parce que maman, elle a mis les pieds à la cave et bien sûr, elle allait faire tourner le vin. Quand, C'était ça, ben effectivement, oui. le dicton. C'était le chat noir.
Mais voilà, après maman, c'est le début de l'œnologie qui arrive en cave, c'est le début des mises en bouteille, c'est le début des levures, c'est le début de l'œnologie. Donc, Et elle expérimente. Elle expérimente pas, elle commence à travailler du reste les premières années où Jean Anatoly a travaillé, que tu connais. Il a fait ses premières armes avec maman qui commençait à faire ses vinifs aussi. De son côté, donc ils se sont mutuellement accompagnés. Je pense qu'elle a connu de très beaux moments, maman. Oui. Mais donc c'est vrai. Elle dormait dans la cave de toute façon pour surveiller ses cuves. Oui. Elle était complètement investie. Complètement. Et puis elle avait un rôle à tenir. Il fallait qu'elle soit, surtout qu'elle fasse bien parce que mon père, il fallait qu'elle réussisse. Donc il y avait une sacrée pression là aussi. Oui, sacrée pression. Puis elle était surtout avec les deux majordomes, les deux grands-tantes qui contrôlaient bien que si elle s'était trompée, je veux dire, je pense que ça aurait été cuisant pour elle. Comment ta maman, justement, comment toi tu voyais ta maman à cette époque? Est-ce que tu la voyais vraiment une femme investie, leader en fait, avec une envie de développer, oui. visionnaire aussi? Oui. Elle savait maman, tenir c'est tête. quelqu'un de super dynamique. Même si ça a été compliqué pour moi au début de travailler avec elle, après c'est quelqu'un qui m'a toujours, même aujourd'hui quand elle a 85 ans, qui est à mes côtés, et c'est quelqu'un, comme elle a fait avec mon père, qui sait te donner l'envie d'avancer, quoi. On baisse pas les bras, on y va, on est là, et puis t'es pas seul, et puis je suis là, et puis tu avances. Never give up, quoi. Oui. On n'abandonne pas, on y va. Non, non, mais dans le côté dynamisant, énergisant, réconfortant. Même si on a eu beaucoup de mots et de clashs au démarrage, parce que je lui prenais un petit peu sa place en m'installant. Je prenais un peu un statut qu'elle aurait aimé avoir, et donc ça a créé un petit peu de friction, mais très vite après, on a su s'accommoder de travailler ensemble. Il y avait un bel échange entre vous, quand même, vous arriviez à une belle communication, à mettre, avec des oui, avec des oui, avec des non. Oui. Parce que tu arrives à un moment aussi où quand même, pareil, l'œnologie évolue vachement, tout évolue là. Mais bon, j'avais la grande chance d'avoir ma partie, c'était la partie viticole, où là, je marchais pas trop sur ces plates-bandes et je pouvais m'exprimer. Et donc, petit à petit, elle a cédé le pas. Combien d'années ensemble vous avez travaillé? Je pense qu'on a dû faire une bonne quinzaine d'années, oui. Puis c'est un beau partage aussi, c'était un beau partage. C'est un héritage oui. en toute réalité, quoi, en perception. Tout à fait. Oui, mais même aujourd'hui, je veux dire, on continue à avoir ces relations, elle est toujours investie sur la Dourny à fond. La famille. Tu es vigneronne, tu t'installes jeune agricultrice, donc tu as tes enfants, tu gères une exploitation, tu es chef d'orchestre d'équipe. Comment, Véronique Etienne, comment toi tu fais en tant que femme, voilà, tout ça? Comment est-ce que tu es je pense que c'est là où on va mettre un bémol, c'est sur la famille. Comme je t'ai dit, j'ai embrassé la terre, mais je pense que je me suis un petit peu mariée avec la Dourny, quoi. Plus que... un peu... J'ai pas su peut-être préserver une part plus personnelle. Ça a été toujours ma priorité. Et donc, du coup, là-dessus, je peux mettre un petit bémol sur ma réussite familiale, même si je garde de très bons termes avec l'ensemble de ma famille, mon mari, mon ex-mari, et avec mes enfants, ça va bien. Mais je pense que je n'ai pas su garder cette cohésion parce que j'étais trop... On m'a toujours dit, toi, il n'y a que la Dourny qui compte. C'est un petit peu ça que j'ai un peu, peut-être, pas su laisser assez de côté. Aujourd'hui, donc 28 ans après, est-ce que quand tu regardes en arrière, justement, au moment où la jeune agricultrice a signé et s'installe, ton aboutissement? C'est quand que c'est abouti vraiment? C'est quand que tu peux dire, oui, c'est fini, ou je peux dire stop? Après, ce que je veux dire, c'est que ça m'a permis de me réaliser moi aussi au travers de tout ça. Et ça, c'est quand même déjà pas mal
d'avoir trouvé sa voie, sa passion. Toujours, tu es toujours dans la quête de changer quelque chose. C'est un perpétuel recommencement. Une perpétuelle avancée, je veux dire. Tu es toujours à essayer de mieux faire, à essayer de mieux comprendre. Et une vie ne suffit pas pour maîtriser à fond ce métier-là. Je veux dire, tout est passionnant, tout est intéressant. Tu as envie de tout essayer, tu as envie de tout recommencer. Bon, même si au niveau des vignes, tu les plantes pour quelque temps. Mais il n'y a aucune année où tu peux te dire, bon, cette année, j'en ai marre de refaire encore ce truc-là. T'en as jamais assez. Enfin, t'en as jamais marre. Bien que à chaque fois, il faut que tu aies la même énergie pour dire, bon, la page est blanche, je recommence. Ouais. Mais c'est pour tout le monde pareil. Mais aujourd'hui, tu es satisfaite de ce que tu as mis en place? Oui, tout à fait. Tout à fait, d'avoir pu convertir le domaine en bio, même de continuer à avancer sur d'autres choses, bien sûr. D'avoir fait évoluer les choses, oui. Mais même d'avoir... et puis aujourd'hui, d'avoir une certaine reconnaissance de tes pairs. C'est-à-dire que, comme au démarrage, je te disais, c'était compliqué d'être la fille d'eux ou de reprendre un joli domaine. Tout le monde t'attend au tournant, mais après, aujourd'hui, être reconnu comme... la Dourny, c'est toujours un joli domaine, bien entretenu, c'est une belle propriété, c'est bien mené. C'est des choses qui me satisfont, oui. Ça me satisfait. Et puis, ça me satisfait que les enfants aient toujours envie d'y venir. Ça me satisfait de voir qu'ils s'intéressent à ça. Même Marie, si elle est très distante, et elle a quand même fait 2 étés à la Maison des Vins à travailler, donc elle connaît un peu les vins de Saint-Chinian, où elle se sensibilise aussi. C'est jamais perdu, cette sensibilité à ce métier-là. Quel mot de l'univers du vin définit le mieux un homme? Ça, c'est la question du jour. Quel mot dans l'univers du vin définit le mieux un homme? La puissance. La force. La force. Et la femme? Élégance. Joli. J'aime croire à cette évidence que les femmes marquent notre époque. Avec ton expérience, qu'ont-elles apporté à l'univers du vin? Je pense qu'elles le désacralisent un petit peu. Je pense qu'elles apportent aussi... le vin, comme les cigares, était réservé qu'à la partie, à la jante masculine. Du reste, la femme faisait la cuisine et c'était toujours monsieur qui descendait au cellier chercher la bouteille de vin. Aujourd'hui, les femmes, déjà dans la part de l'éducation, dans la dégustation, la femme dans le vin montre aux femmes que aussi on peut associer les accords mets et vins, les choses comme ça. Et par notre façon de parler et notre façon de communiquer, je pense qu'on désacralise le côté très technique et technologique. On dirait que qu'on fait des choses absolument mystérieuses. Et je trouve qu'on est beaucoup plus simple. Donc on a apporté de l'accessibilité, je pense, au vin. Je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu discutes, j'ai fait une dégustation avec... on était 3 ou 4 là, en Zoom il y a 3 jours. C'est flagrant que les hommes parlent beaucoup plus de technique quand ils présentent un vin. Et nous, on va être beaucoup plus dans une notion d'expliquer un environnement, un plaisir, un partage. Et je compare toujours ça, une femme qui fait la cuisine a souvent tendance à dire à ceux qui sont autour de toi, tu veux bien goûter pour voir si c'est pas trop salé ou assez épicé. Est-ce qu'il manquerait pas un peu quelque chose? Et l'homme, par contre, s'il aime épicé, il va mettre ta dose d'épices. Alors, je fais une généralité, tous les hommes ne sont pas comme ça. Mais il va plutôt avoir tendance à épicer son plat à sa façon. Et tu aimes ou tu n'aimes pas. Mais c'est un petit peu la différence que je ressens. C'est intéressant, ouais. Voilà. C'est sa marque de fabrique, sa signature. Oui, alors que nous, on va peut-être être un peu plus dans le... Dans le plaisir partagé, est-ce que ça va plaire? Ouais. Le retour, quoi. Oui. Non, c'est très bien. Ouais. C'est souvent quand on te dit alors un vin fait par une femme. Ouais. C'est un peu ça la différence. Est-ce que toi tu aimes qu'on te dise le Château Ladourny c'est un vin de femme? Est-ce que cette expression te gêne? Un homme fera des vins à Ladourny, on aura peut-être
une patte différente, mais j'ai un terroir qui s'y apporte beaucoup de finesse, d'élégance, naturellement, et de fraîcheur. Et on n'est pas sur l'opulence, on pourrait mettre plus d'opulence, mais naturellement, on a des choses assez fraîches, assez légères, pas légères, mais oui, dans cet équilibre un peu aérien. Voilà, le mot léger est toujours une belle connotation aussi. Hein, on n'est pas dans oui, mais c'est souvent, on va dire élégance dans le côté, parce qu'on a des structures tanins avec des structures de tanins sur les schistes qui sont toujours assez souples. Et donc c'est en ça qu'on va dire plus féminin. Mais je pense que ce serait un homme qui le ferait, il y aurait la même élégance et on pourrait dire que c'est féminin aussi. On va terminer ce podcast avec des notes légères. Alors, est-ce que tu as une playlist musique ? Moi, j'écoute que de la musique de Jones. Mais c'est top ça. Pharrell Williams, Be Happy. Ah oui. Top. Et après, comme celle auquel je pense beaucoup en ce moment et que j'écoute pas mal, c'est Small Town Boy qui a été repris par Arnaud Rebottini pour 150 battements par minute, qui correspond à une musique qui était des années 80, quoi, dans ces années SIDA justement, mais qui a été super bien reprise. Et ce qui est bien, c'est quand tu as ces morceaux que tu écoutais toi quand tu étais jeune, remixés aujourd'hui, et que tu as tes gamins qui arrivent et tu as écouté un truc, je fais, oh, bah. Tu connais? C'est ça? Oui, un peu. Est-ce que tu as un livre du moment, un livre que tu recommandes? Alors, le livre qui m'a vraiment impressionné cette année, c'était L'art de perdre, de Alice Zeniter. Est-ce que tu as lu ce livre? Je n'ai pas lu ce livre, mais j'aime bien ces thématiques, l'art de perdre. Les harkis qui rentrent en France, et c'est cette génération donc, qui est déracinée de son propre pays pour venir habiter en France. Et c'est génération 1, et c'est au travers de la génération 3. Et c'est la génération 3 qui dit l'art de perdre ses valeurs, de se fondre dans un nouveau code social. Et c'est un très très beau livre, sur la résilience aussi. On tourne toujours autour de ça, mais c'est vraiment un magnifique livre. Très bien. Mais écoute, Véronique, je te remercie pour cet entretien, cet après-midi très enrichissant. Je me suis régalée. Merci. Voilà, c'est la fin. Toute ma gratitude à mon invité et à vous, chers auditeurs. Pour faire vivre ce podcast, pensez à partager, liker, commenter. Ceci est un podcast natif, indépendant et libre. Je compte bien l'étoffer par de nouvelles rencontres et aussi et surtout grâce à vous, chers auditeurs, chers followers. Et si Dionysos était une femme? À très vite pour de nouvelles écoutes.